Salut tout le monde. Dans les commentaires d'une précédente vidéo, un abonné a suggéré que l'on parle un peu du grand sphinx de Giza et de sa datation, très controversée en égyptologie et en dehors. C'est donc le sujet de ce hors-série, de quand date le sphinx. Avant toute chose, je précise que je ne vais faire qu'une description très rapide et succincte du sphinx, car il aura droit à une vidéo dédiée, en compagnie des grandes pyramides sur lesquelles il veille depuis des millénaires. Lorsqu'on parle du sphinx, il s'agit généralement du grand sphinx situé à Giza, près du Caire, où se trouvent également les grandes pyramides de la 4e dynastie, dont celles de Khéops et de Képhren notamment. Il y a eu beaucoup d'autres sphinx en Égypte ancienne, comme dans les fameuses allées des sphinx de certains temples, mais celui de Giza est le seul à avoir l'honneur d'être appelé le sphinx. Le sphinx est une statue monolithe, c'est-à-dire taillée dans un seul bloc de pierre, de plus de 73 mètres de long pour 14 de large et environ 20 mètres de haut. La tête seule mesure plus de 5 mètres. Il s'agit d'un canidé ou d'un félin couché, très probablement un lion, avec une tête humaine. Cette tête est ornée d'un némès, l'une des couronnes traditionnelles de l'Égypte ancienne, notamment celle que l'on voit sur le masque de Toutankhamon. Et ce némès comporte lui-même un Neureus, ce fameux serpent dressé qui protège son porteur contre les démons et autres dangers potentiels. Voilà pour la description. Je vous avais prévenu, c'est court. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, la datation du sphinx. Deux principales théories s'opposent, elles-mêmes subdivisées en plusieurs sous-théories. Nous examinerons donc les hypothèses égyptologiques d'une part, puis celles, disons, plus originales. En les appelant égyptologiques, je ne prétends pas que ces théories sont simplement dues ou réservées aux égyptologues professionnels, mais simplement qu'il s'agit d'hypothèses crédibles fondées sur des arguments valables, en accord avec la méthode archéologique et historique de la discipline. La théorie majeure est la suivante. Le sphinx daterait du règne de Képhren, fils de Khéops, et 4e roi de la 4e dynastie, qui monte sur le trône aux alentours de 2520 avant Jésus-Christ. Il est même possible que le sphinx soit une représentation du roi lui-même. D'autres chercheurs, en revanche, proposent d'y voir plutôt une représentation de Khéops, du règne duquel daterait la statue. Pour info, Djedefre et Menkaure, respectivement fils de Khéops et Képhren, n'entrent pas dans les datations habituelles. Pour Djedefre, le fait que sa pyramide se situe en dehors de Giza, à Abu Roash précisément, rend sa paternité vis-à-vis du sphinx assez improbable. Menkaure, ou Mykérinos quant à lui, a ajouté sa pyramide à celle de Khéops et Képhren, mais trop loin du sphinx pour être logiquement relié à celui-ci. En bref, Khéops et Képhren sont les seuls candidats crédibles pour la réalisation du sphinx. La datation au règne de Khéops tient notamment à la morphologie et aux détails du visage du sphinx. Ainsi, Rainer Stadelmann met en avant la forme du visage et du némès, la couronne, ainsi que l'absence de barbe pour proposer d'y voir une représentation de Khéops. Les détails morphologiques seraient donc plus proches de ceux attribués à Khéops, Stadelmann évoquant les arcades sourcilières, la forme des yeux, le menton large ou encore les oreilles du sphinx. D'après lui, ces éléments seraient plus proches de l'art sous Khéops que des statues de Képhren. Il ajoute que le némès plissé et l'absence de bandeau frontal vont également dans le sens d'une datation sous Khéops plutôt que sous Képhren, toutes les statues de ce dernier portant un bandeau, ainsi que, majoritairement, un némès non plissé. Par ailleurs, Stadelmann souligne aussi que le sphinx est fait de pierres issues de la carrière utilisée par Khéops pour sa pyramide. Mais nous allons voir par la suite que cette carrière est également celle dont sont issus la plupart des blocs de la pyramide de Képhren. Autre argument pour une datation sous Khéops, l'évitement par Képhren d'une structure ancienne pour placer sa chaussée, qui ne suit donc pas un axe est-ouest précis. Rainer Stadelmann propose donc que Képhren ait évité la zone du sphinx et la statue elle-même. Enfin, le règne de Khéops est connu pour de nombreuses nouveautés architecturales et stylistiques, et il est possible que le sphinx en fasse partie. La datation sous Khéops est également suggérée par Vassil Dobrev, pour qui le menton carré et les oreilles rappellent plutôt ceux de Khéops, plutôt que ceux de Képhren, d'après les représentations dont nous disposons. Dobrev propose également de dater le sphinx du règne de Djedefre, fils de Khéops qui lui a succédé, et dont Képhren a pris la suite sur le trône. Djedefre aurait pu, selon l'égyptologue, faire ériger ou rénover cette statue monumentale en l'honneur de son père. À côté des critères stylistiques,
Certains chercheurs ont mis en avant le fait que le temple funéraire de Képhren est aligné sur des monuments de Khéops, et donc que le sphinx devait sans doute protéger le complexe du père et non du fils. Toutefois, cet alignement supposé n'est pas si net, non plus que la conclusion selon laquelle le sphinx y serait forcément lié. De plus, l'argument de l'alignement peut être tourné dans tous les sens possibles. Soit Khéops a fait ériger le sphinx pour l'associer à ses monuments et Képhren s'est aligné dessus, soit Képhren l'a commandé et son alignement est alors direct, etc. En bref, cet argument ne pèse pas vraiment dans la discussion. Pour terminer sur les arguments en faveur de Khéops, Stadelmann, encore lui, souligne que la mention probable du nom de Képhren sur la stèle apposée devant le sphinx par Thoutmôsis IV ne joue pas dans l'attribution du monument au fils de Khéops. Il indique par ailleurs que cette stèle porte également la mention d'Orem-Aret, Horus dans l'horizon, divinité à laquelle est associé le sphinx, et dont le nom rappelle celui du complexe funéraire de Khéops, Aret-Roufu, l'horizon de Khéops. Ces deux arguments ne sont en aucun cas définitifs, mais doivent être gardés en mémoire pour toute tentative de datation. La seconde datation la plus commune en égyptologie, et souvent la plus admise, est celle attribuant le sphinx au règne de Képhren. Cette hypothèse est celle de nombreux égyptologues tels que Christian Zivikosh, Mark Lehner, Lacovara, Van de Croix, etc. D'un point de vue stylistique, Mark Lehner évoque la proximité entre le sphinx et les statues connues de Képhren, d'après lui plus ressemblantes que la statuette et les quelques têtes attribuées à Khéops. Cela montre à quel point l'analyse stylistique d'une œuvre peut être soumise à interprétation et à quel point l'argument artistique, pour de tels monuments, est délicat à manier. Les autres arguments, tant architecturaux que géologiques, sont également sujets à caution mais permettent d'enrichir la discussion. Premièrement, certains chercheurs se demandent pourquoi le sphinx est placé si loin des monuments de Khéops s'il en était le commanditaire. De plus, l'enceinte entourant le sphinx est attribuée à Képhren de façon assez claire, et celle-ci fut érigée à l'aide de pierres issues de la carrière même du sphinx. Cet argument géologique est repris par beaucoup d'auteurs. Ceux-ci soulignent que le temple de la vallée de Képhren est fait de pierres originaires des strates 2 et 3 de la carrière, soit les mêmes strates utilisées pour la réalisation du sphinx. Ces deux monuments seraient donc contemporains, mais il ne faut pas oublier que ces analyses restent complexes et fondées sur une bonne part de spéculation. Mark Lehner ajoute que le sphinx fait selon lui partie intégrante du complexe funéraire de Képhren, augmentant la probabilité que ce dernier soit le commanditaire du sphinx. Ce complexe comprend notamment deux temples, la pyramide et donc, potentiellement, le grand sphinx. Enfin, Lacovara envisage que Képhren ait fait bâtir son temple de la vallée à proximité de la protubérance rocheuse devenue par la suite le sphinx, protubérance que le pharaon aurait fait tailler et dotée d'une tête monumentale. Il ajoute que cette hypothèse correspond bien à l'évolution architecturale de l'époque, notamment en comparaison de la tombe de Mérès-Anre III, une des reines de Képhren et petite-fille de Khéops. La tombe de cette reine comprend en effet des statues taillées à même la roche, certaines tombes du règne de Képhren étant elles-mêmes creusées dans la roche et retaillées afin de prendre la forme d'un mastaba traditionnel. D'un point de vue technique, la réalisation du sphinx s'ancrerait donc bien parmi les évolutions et prolongations du règne de Képhren. De nombreuses hypothèses de datation du sphinx existent en dehors de celles, sérieuses, dont il a été question auparavant. Toutefois, ces autres théories souffrent d'importants problèmes méthodologiques, ceux que nous allons voir maintenant. La plus célèbre de ces hypothèses est celle dite de l'érosion. D'après cette théorie, qui se fonde notamment sur les traces d'usure de la pierre, le sphinx aurait pu être sculpté entre 5000 et 7000 ans avant Jésus-Christ, soit 3 ou 4 millénaires plus tôt que ce qui est habituellement envisagé. Cette hypothèse met en avant le fait que le climat égyptien était moins aride avant la période pharaonique et qu'il a existé des civilisations plus anciennes que celles de l'Égypte dans le bassin méditerranéen, en Turquie, en Syrie-Palestine, etc. Cependant, ces arguments oublient de prendre en compte nombre d'autres éléments qui les contredisent. La théorie de l'érosion est notamment défendue par Robert Shore, de Boston, pour qui le sphinx date de l'époque prédynastique, entre 700 et 1000 ans avant le règne de Khéops. Plusieurs choses empêchent de considérer sérieusement l'hypothèse de prédatation du sphinx. D'abord, l'érosion en elle-même n'est pas un argument valable, ou du moins suffisant. Les marques peuvent en effet être dues à un déplacement des blocs, à des fissures naturelles du calcaire, à des fractures tectoniques, ou tout simplement à une véritable érosion qui daterait d'une période plus récente, sans qu'il soit nécessaire de remonter jusqu'au 5e ou 6e millénaire avant Jésus-Christ.
De plus, les structures environnantes portent également des traces de dégradation, sans que tout le complexe funéraire soit pour autant prédaté. Il est donc illogique de considérer ces marques d'usure uniquement pour le sphinx. Enfin, concernant l'érosion elle-même, celle-ci peut être due aussi bien à l'eau qu'au vent ou au sable. D'ailleurs, le sphinx a été plusieurs fois enseveli sous le sable dès l'Antiquité. C'est pourquoi beaucoup de voyageurs grecs n'en parlent pas. Et il a été enseveli à nouveau plusieurs fois à l'époque moderne. Le sable et l'humidité ont donc très bien pu le dégrader en 4 millénaires. D'un point de vue historique et archéologique, il n'existe aucune trace d'une civilisation égyptienne ayant pu ériger le sphinx avant l'Ancien Empire, au 3e millénaire avant Jésus-Christ. L'argument des sociétés mésopotamiennes ne tient donc pas. De plus, l'ensemble des complexes funéraires du plateau de Giza parle clairement en faveur de la 4e dynastie, et tout est cohérent. La séquence archéologique empêche donc de prédater la sculpture. Tous les éléments du complexe funéraire, les chaussées, les temples, sont typiques de la 4e dynastie, et on n'en a trouvé aucune trace avant l'Ancien Empire. Il y a donc un clair anachronisme architectural à prétendre que ces bâtiments aient pu être érigés avant cette dynastie. Le sphinx étant clairement lié au complexe dans son ensemble, vu son alignement, sa symbolique probable, une prédatation paraît hautement illogique. À côté de cette théorie de l'érosion, il a également été proposé de voir dans le sphinx une création des Atlantes, habitants de la célèbre Atlantide, pour lesquels le sphinx aurait servi de gardien des secrets. Une cavité souterraine abriterait alors toutes les archives de l'humanité, et c'est ici qu'auraient lieu de nombreuses initiations mystiques et obscures. Évidemment, rien ne corrobore cette théorie, et il s'agit plutôt d'un délire ésotérique que d'une réelle hypothèse. Une autre suggestion est de voir dans le sphinx une ancienne statue représentant le dieu Anubis, canidé gardien des nécropoles. D'un point de vue symbolique, de prime abord, pourquoi pas? Cette hypothèse est tenue notamment par Robert et Olivia Temple, qui estiment que la morphologie de la statue se rapproche d'un canidé, et que sa tête aurait été retaillée par la suite, peut-être dès la 4e dynastie, ou peut-être à la 12e dynastie sous le règne d'Amenemhat II, au tout début du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Les Temple estiment notamment que la tête actuelle du sphinx, proportionnellement trop petite par rapport au reste du corps, témoigne de cette modification. Toutefois, aucun argument, notamment archéologique, ne permet de valider l'hypothèse selon laquelle la tête du sphinx n'est pas celle d'origine. De plus, il est possible que la différence d'échelle entre la tête et le corps soit due à la crainte des architectes de voir celle-ci s'effondrer avec le temps. Colin Reeder, pour sa part, estime que la tête originale devait figurer un lion, en corrélation avec le corps félin de la statue. Robert Shore, enfin, penche pour une tête féminine. Mais encore une fois, aucun argument valable ne soutient ces propositions, et rien, tant d'un point de vue historique qu'archéologique, ne rend crédible ces hypothèses. En résumé, seul le débat opposant Khéops à son fils Képhren doit être sérieusement envisagé. Il est clair que dater le sphinx du règne de Képhren, comme il est la plupart du temps admis en égyptologie, possède de plus nombreux arguments. Cependant, rien n'est figé, et les partisans du règne de Khéops ont d'intéressants éléments à faire valoir. Il faut donc se garder, en l'état, de toute conclusion définitive. C'est d'ailleurs le lot de nombre d'historiens à travers le monde qui soumettent avec plus ou moins de conviction et d'arguments leurs hypothèses quant à la reconstitution d'un monde disparu. L'archéologie offrira peut-être dans les années à venir des indices clairs quant à la datation du sphinx de Giza, mais en attendant ces découvertes, nous devrons nous contenter de cette légère incertitude entre deux pharaons majeurs de l'histoire égyptienne, qui ont livré tour à tour deux des monuments les plus remarquables et les plus célèbres de leur civilisation. La prochaine fois, nous parlerons, comme annoncé dans la dernière vidéo, de la déesse Isis, une divinité vénérée bien au-delà des frontières de l'Égypte. À la prochaine!